Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13h à Léré dans la région de Tombouctou et partout au Mali. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de Mali Actualité, une présentation de Salimata Dao. Et Bourama Traoré, voici les titres. Le Mali célèbre demain le 63e anniversaire de son indépendance. À cette occasion aura lieu la cérémonie de prise d'armes présidée par le chef de l'État. Le ministre en charge de la Défense est allé constater hier les dispositions prises pour la bonne tenue de la cérémonie. L'information joue un rôle important dans la société au quotidien. Il est donc nécessaire de donner la bonne information. Cependant, on constate ces derniers temps que la fausse information prend du poids. Dans ce contexte, quel doit être le comportement d'un homme de médias? La réponse dans cette édition. Dans la chronique judiciaire, on parle aujourd'hui du droit de présomption d'innocence. C'est un principe de justice qui indique qu'un individu est considéré comme innocent avant qu'une accusation n'apporte la preuve de sa culpabilité. Bemba Sibi nous en parle en fin de journal. En sport, Isaac Chenou parlera basketball et football. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout est fin prêt pour la cérémonie de prise d'armes qui aura lieu demain vendredi 22 septembre, fête d'indépendance du Mali. Le ministre de la Défense et des anciens combattants et les responsables militaires ont assisté hier au dernier exercice sur la place d'armes du 34e régiment du génie militaire. Je rappelle que la cérémonie sera présidée demain par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Abdoulaye Sako nous en dit plus. Les autorités militaires procèdent au dernier réglage. Sur la place d'armes du génie militaire, aucun détail n'est négligé, que ce soit la distance entre les hommes, la posture, la manière de porter les armes et surtout l'harmonie des pas. Tout est passé au peigne fin. Les hommes des médias sont aussi briefés. Colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Trouver des hommes et des femmes avec un bon moral et je suis rassuré. Juste faire quelques remarques pour que le tout soit parfait le jour J. Pourtant, cette année, les autorités de la transition avaient prévu de célébrer l'accession de notre pays à l'indépendance avec faste. Mais les derniers événements qui ont touché notre pays ont changé la donne. Colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Compte tenu des récents événements, le président de la transition a décidé que nous faisons seulement la prise d'armes. L'argent qui devrait être dépensé pour organiser cette fête, il a donné des instructions pour que cet argent puisse être utilisé et assister les victimes des derniers événements. Après avoir rendu hommage aux différentes victimes, le patron de la Défense a remercié le peuple pour sa résilience et son soutien à l'armée. Et enfin, le colonel Sadio Kamara a envoyé un message. Nous pensons aussi à nos otages. C'est juste les rassurer aussi, rassurer les familles que nous allons tout faire, tout ce que nous pouvons faire pour qu'ils puissent revenir et regagner leur famille et regagner la grande famille des militaires. Une vingtaine de rescapés de l'attaque du bateau Tombouctou ont regagné Bamako hier en provenance de Tombouctou. Ils bénéficient de l'assistance du gouvernement depuis le jour du forfait perpétré par les terroristes. Pour ce voyage assuré par l'armée malienne, les rescapés étaient accompagnés par 3 membres du gouvernement et une délégation de la présidence de la République. Fousseni Tunkara. Aéroport président Modibo Keïta Sénou, un vecteur aérien de l'armée malienne débarque les rescapés de l'attaque du bateau Tombouctou. Un grand bonheur pour ces Maliens qui n'ont rien fait pour mériter ces sorts. Alidou Cissé, rescapé. Il ne peut que remercier le gouvernement malien. Il ne peut que demander à Dieu le Tout-Puissant d'aider le Mali pour que le Mali soit plus fort. Parce que ce qu'ils ont vu sur le terrain
et ce qui s'est passé. Et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, ils sont maliens, ils n'ont pas resté seuls. Et il a vu les Maliens les secourir. Et jusque-là, il est entouré d'autorités maliennes et ça le réconfort. Ils sont une vingtaine de rescapés à regagner Bamako ce 20 septembre en provenance de Tombouctou avec à leur côté une délégation de la présidence et 3 membres du gouvernement dont la ministre en charge de la promotion de la femme, Mariam Maïga, déléguée par sa collègue de la santé. Nous avons voulu leur témoigner toutes les compassions du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta et aussi du Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga. Et une fois sur place, ils ont eu à faire des témoignages, mais aussi à exprimer des besoins. Le plus grand besoin était vraiment de retrouver leurs familles respectives. Et les évacuations vont continuer dans les temps à venir. Nous voulons rassurer tous les rescapés du bateau Tombouctou qu'Inch'Allah, la prise en charge va continuer de manière effective et qu'ils peuvent continuer à compter sur les plus hautes autorités du pays pour leur prise en charge totale. Ces rescapés qui se libèrent petit à petit du traumatisme grâce à la chaîne de solidarité autour d'eux seront maintenus à la maison des aînés le temps de les amener dans leurs familles respectives. En temps normal comme en temps de crise, l'information a une place de choix dans le quotidien des citoyens. Il est donc plus que nécessaire de donner la bonne information. Mais force est de constater que la fausse information semble prendre du poids, avec comme conséquence l'instabilité dans les pays. Dans ce contexte, quel doit être le comportement d'un homme des médias? La réponse dans ce dossier signé Boubacar Bablin Touré. Le Mali est en guerre depuis plus d'une décennie, une guerre qui se gagne non seulement sur le théâtre des opérations, mais aussi sur les zones et autres canaux de communication. L'heure n'est donc pas à la démobilisation des troupes. C'est l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement de la transition a interrompu le signal de certains médias occidentaux. En cette période cruciale de la vie de la nation, les hommes des médias ont un rôle prépondérant à jouer pour la stabilité du pays. Cela passe forcément par le traitement et la diffusion d'une information fiable. Bandjougou Dante, président de la Maison de la Presse. Est-il besoin de rappeler qu'il est inutile de procéder à la diffusion d'informations qui heurtent les sensibilités pour un pays déjà meurtri par une dizaine d'années de guerre, par des difficultés de toutes sortes? Je dirais que non. Il est important d'être responsable. Cependant, force est de constater que certains hommes de médias ne sont pas dans cette logique. Certaines nouvelles sont souvent diffusées sans fondement, avec comme seul objectif l'exclusivité ou la primauté de l'information. Pour Gaussou Drabo, journaliste de son État, cette situation se résume à 2 niveaux. Au-delà du journaliste, c'est toute une rédaction qui doit être impliquée dans la couverture de ces événements. Parce que la situation est assez délicate, assez complexe, pour que cela ne relève pas du jugement d'une seule personne. Et le deuxième préalable qu'on ne peut pas éviter, c'est qu'il faut effectivement, surtout dans la situation des médias publics et des médias qui peuvent être raisonnables, travailler en étroite collaboration avec les services de l'information des forces armées et de sécurité. D'abord, vous n'aurez pas accès au terrain comme vous le voulez. Vous ne pouvez pas également, faire des incursions imprudentes là où il vous interdit de partir. Donc il vous faut établir des liens, je crois, de confiance d'abord avec les services chargés d'information. Le non-respect de ces 2 principes nous renvoie à la question suivante. Quel doit être donc le comportement que les hommes des médias doivent adopter en temps de guerre? Modibo Keïta, directeur de la radio Alafia de Tombouctou. En période de guerre, les hommes des médias doivent donner des informations claires et précises. Ils doivent éviter des informations, même si cela est vrai. Pour l'intérêt de la nation, ils doivent les éviter. Ils doivent éviter la diffusion. Les radios doivent éviter ces messages haineux qui passent par les réseaux sociaux pour profiter de ça, essayer de faire un journal ou bien essayer de commenter ces messages. Un avis partagé par ces citoyens qui déplorent cette position de certains journalistes qui s'adonnent à la désinformation. Ibn Wangara, citoyen de Tombouctou. Les hommes de médias, pour moi, doivent être des gens qui sont là pour créer l'apaisement au sein de la population. Ils doivent être des gens qui sont là pour nous orienter, pour ne pas créer l'amalgame. Fadi Walet Mohamedine, citoyenne de Tombouctou. Le rôle des hommes des médias,
surtout dans cette période de crise, serait au moins de donner les bonnes informations et de sensibiliser en plus des activités quotidiennes auxquelles ils font face. Au dire du premier responsable de la maison de la presse, il est plus que nécessaire de mettre ce patrimoine commun qu'est le Mali au-dessus de tout. Deuxième année de la mise en œuvre du projet Beni Basiki, en français Cohésion et stabilité dans les régions de Kayes et Sikasso. Pour renforcer ses acquis sur le terrain, le projet vient d'outiller les communautés bénéficiaires sur les techniques de prévention, de résolution des conflits et de gouvernance financière. Aliou Abdoulaye Touré. Beni Basiki, cohésion et stabilité en langue bambara est un projet basé sur une approche communautaire. Le projet a mené un certain nombre d'activités comme le renforcement de la résilience des communautés face aux conflits et à la violence dans les régions de Kayes et Sikasso. Il a aussi renforcé la paix et la bonne gouvernance dans ces deux régions. Nina Kaka, directrice pays de Merci Corps. Au vu de ce qui se passe dans les régions nord et centre du Mali, en termes de conflits et d'incursions terroristes, on pourrait se poser la question de la priorisation des régions de Sikasso et de Kayes pour un projet de paix et de cohésion sociale. Le choix de ces régions est nourri par notre conviction qu'il est toujours préférable et plus efficace d'anticiper et de prévenir l'essor de la violence et du conflit que d'endiguer ces phénomènes. Moustapha Zilaf, conseiller politique à l'Union européenne. Les principales actions de ce projet ont été en formation des chefs de village, des communes d'intervention sur leur rôle et les différentes responsabilités qui incluent la mise en place ou redynamisation et la formation des commissions foncières, villageoises ou communales, des formations de prêcheurs sur la prévention et la gestion pacifique des conflits, enfin des campagnes de promotion des valeurs culturelles favorisant la cohabitation pacifique, les dialogues entre agriculteurs et éleveurs suivis d'actions de vulgarisation de la charte pastorale en langue locale, enfin, et le plus important, des échanges permanents avec les autorités locales. Le projet Beni Basiki a démarré en septembre 2021 pour 24 mois. Il est financé par l'Union européenne à travers Merci Corps. Sur la scène internationale, près de 200 ressortissants français au Burkina Faso mettent en place le collectif Vivre ensemble au Faso. Ils dénoncent les décisions diplomatiques de Paris concernant la suspension des demandes de visa. Un membre du collectif réagit en ces termes, je cite, « On ne comprend vraiment pas notre gouvernement qui rentre dans une escalade d'hostilité diplomatique. On ne juge pas du tout de la position du Burkina Faso. On s'adresse à l'exécutif français. Et non seulement notre image est ternie puisqu'on est français, mais en plus nos droits, on en a perdu. » Fin de citation. Les États-Unis placent le Rwanda sur la liste CSPA de pays qui utilisent les enfants soldats et décident de restreindre leur coopération militaire avec Kigali. Washington explique cette décision par le soutien du Rwanda au groupe armé M23. Le Rwanda est le 19e pays ajouté à cette liste par Washington, une liste appelée CSPA pour Child Prevention Act, la loi de prévention des enfants soldats qui restreint la coopération militaire avec les États-Unis. En 2013, les États-Unis avaient déjà suspendu leur aide militaire au Rwanda en vertu de cette loi. En Guinée, le Conseil national de transition relève d'importants dysfonctionnements dans la gestion des finances de l'État. Le CNT souligne une mauvaise répartition des ressources qui a conduit à une perte de près de 60 millions d'euros pour le Trésor. Les recettes de contraventions policières disparaissent ou encore des doutes sur la perception des taxes téléphoniques et des mobiles monnaies par l'autorité de régulation des télécoms. Selon le CNT, plus de la moitié des sociétés publiques ne versent pas leurs dividendes à temps, voire pas du tout. Les patrimoines bâtis chargés des recettes locatives ne versent rien au Trésor. Ces griefs sont contenus dans le rapport de l'organe législatif présenté mardi sous le projet de loi de finances rectificative du gouvernement. Ce projet envisage de gonfler les recettes publiques de plus de 4% pour accroître la croissance, réduire l'inflation et renforcer les francs guinéens. Les premiers pays ont commencé à signer hier le premier traité international de protection de la haute mer en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Qualifié d'historique, ce texte adopté en juin dernier vise à préserver les eaux internationales menacées par les activités industrielles.
Pour l'Afrique, l'enjeu est d'obtenir une meilleure gestion de ces eaux actuellement pillées par la surpêche. Si l'objet du traité n'est pas de limiter les activités de pêche, il suscite toutefois l'espoir d'une gestion durable des ressources dans ces zones côtières. Aujourd'hui, seulement 1% de la haute mer est protégée, ce qui la rend vulnérable à la surexploitation. Avec ce nouveau traité, il y aura désormais des règles pour la protection de la biodiversité marine et des océans. Un puits de carbone efficace. La justice américaine ordonne le gel des comptes de la société qui gère les pipelines entre le Tchad et le Cameroun. Nouvelle péripétie dans le bras de fer qui oppose le gouvernement tchadien à la compagnie Savannah Energy qui a racheté depuis fin décembre 2022 les parts d'ExxonMobil dans le pétrole tchadien. Une décision contestée par N'Djamena qui a depuis lors nationalisé son pétrole après avoir obtenu de la Chambre de commerce internationale en juillet l'annulation d'une décision qui chassait Savannah du conseil d'administration de Cocteau qui gère les pipelines entre le Tchad et le Cameroun. Cette fois, une juge américaine du tribunal de première instance de New York a décidé le gel vendredi dernier de quelques 151 millions de dollars logés dans les comptes de cette société dans la filiale gabonaise de Citibank. N'Djamena conteste cette décision et N'Djamena conteste, cette décision de la juge américaine. La Côte d'Ivoire suspend ses exportations de sucre et de riz jusqu'au 31 décembre 2023, selon un décret présidentiel rendu public le 18 septembre dernier. La mesure vise à sécuriser l'approvisionnement de ces deux denrées essentielles dont les prix ont connu une flambée ces derniers mois. Par la même mesure, le pays décide de sécuriser sa production locale qui représente un peu plus d'1 million de tonnes par an. Mali Actualité, il est 13h16 à Bamako. Voilà, c'est l'heure du sport. Basketball, les rencontres de la phase interligue se jouent à Koulikoro. La compétition connaît une pause ce jeudi. Football à présent, le premier tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2024 débute cette semaine. Ligue des champions d'Europe de football saison 2023-2024. La première journée de la phase de groupe a pris fin hier. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Isaac Tchenou. Basketball FIBA a lancé la 3e édition du camp d'excellence de basket des jeunes à Bamako au Palais des Sports Salamatou Maïga. Une cinquantaine de jeunes prennent part à la session. Salut Fouedrago nous en dit plus. Ils sont 50 joueurs de moins de 16 ans de 32 pays africains, dont 13 Maliens à frapper à la porte de la NBA. Ce camp d'excellence 3e du genre est organisé en terre malienne par FIBA en partenariat avec la NBA. Objectif, booster la balle au panier du continent. Pour FIBA, l'école malienne est un modèle en termes de formation de jeunes basketteurs, d'où la destination Mali pour cette formation. 15 experts chevronnés vont partager leur savoir-faire avec les encadreurs et les joueurs. Une formation accentuée sur la vitesse d'exécution, le mental, la dextérité, la rigueur, la précision technique, la répétition des fondamentaux de la discipline et surtout la créativité. Une autre formation du genre avec les filles de la même catégorie se tiendra à Kigali, au Rwanda, à partir du 26 septembre prochain. Restons en basketball pour dire que l'interligue se poursuit à Koulikoro en dames et messieurs. Hier, en dames, l'US Sévaré a battu CLDC 62-46. L'US Kita et Sonegao n'a pu se tenir en raison de l'absence de Sony. CDB de Koulikoro a battu l'USM par 81-34 et l'Esmandé a battu Attack Club 53-41. En nombre, le Debo de Mopti a plié devant KFS 53-92. CFSK a battu la FPSS 66-63. Commune 1 a battu CRBT par 62-54 et CRBC a battu le SEM 59-34. C'est jeudi 21 septembre et jour de repos. Coupe d'Afrique des Nations féminine Maroc 2024. Le Mali affronte la Centrafrique ce vendredi à Douala au Cameroun pour une place au deuxième tour des éliminatoires de la CAN Maroc 2024. Le match retour est prévu le 26 septembre au stade du 26 mars et 25 joueuses ont été appelées par le technicien Mohamed Saloum. Déjà hier, les salons dames se sont imposés par le score de 3-2 face à l'Eswatini. Le Rwanda a perdu contre le Ghana 7-0. L'Ouganda a été battu par l'Algérie 2-1. À suivre ce jeudi, Guinée, île Maurice, Guinée-Bissau, Congo, Gambie, Namibie. À noter que le Maroc
en sa qualité de pays hôte de la compétition, est directement qualifié pour la phase finale du tournoi. Championne d'Afrique en titre, l'Afrique du Sud est exemptée du premier tour, tout comme la Zambie, médaille de bronze lors de la dernière édition. Pour l'édition 2024, 40 nations participeront à la phase de qualification. La première journée de poule de la Ligue des Champions a pris fin hier. Galatasaray et Copenhague ont fait match nul 2 buts partout. Le Real Madrid a battu l'Union de Berlin par 1-0. Le Real Sociedad et Inter Milan ont fait match nul 1 but partout. 1 but partout, c'est également le score qui a sanctionné la rencontre Séville-Lens. Strasbourg a battu Benfica par 2-0. Le Bayern Munich a eu raison de Manchester United 4-3. Arsenal est venu à bout de PSV Eindhoven 4-0. Braga a plié devant Naples 2-1. La prochaine journée de la Ligue des Champions se jouera les 3 et 4 octobre au prochain. Nous restons avec Isaac Tchenou pour parler de la leçon du sport qui porte ce jeudi sur la faute disqualifiante en basketball. Une faute disqualifiante est toute action antisportive flagrante de joueurs, de remplaçants ou autres acteurs sur le banc d'une équipe. Et dans ce cas, le joueur devra quitter l'arène ou rester dans les vestiaires. En cas de rapport de l'arbitre, la sanction pourrait être lourde. Une faute disqualifiante est une action antisportive flagrante du joueur au cours d'une rencontre de basketball. Alpha Brago Jackson, instructeur FIBA. La faute disqualifiante, c'est un joueur qui a agressé son adversaire. C'est le mot agresser n'est pas fort. Quand on agresse, tu dois être disqualifié. Pour qu'un joueur soit sanctionné pour faute disqualifiante, les conditions sont précises. Un joueur qui va dans son déplacement, toi tu viens, tu lui donnes un coup de poing. Alors l'arbitre ne doit pas hésiter. C'est un anti-jeu grave. Ce joueur-là, il faut le renvoyer dans les vestiaires. Chaque fois qu'un joueur fautif est disqualifié, il doit se rendre et demeurer dans le vestiaire de son équipe pour toute la durée de la rencontre ou, s'il le désire, quitter l'enceinte du bâtiment. Alpha Brago Jackson. Il est remplacé. C'est pas comme au football où on dit changement. Au basket, on ne dit pas changement. On dit remplacement. Ça veut dire qu'on peut sortir et revenir. Mais quand tu es disqualifié, tu dois aller dans les vestiaires. Malheureusement, chez nous ici, quand le joueur est disqualifié, souvent tu le retrouves sur le banc. Mais il faut l'envoyer. S'il n'y a pas de vestiaire, il doit sortir de la salle. Parce qu'il peut exciter le public à l'agression. Il doit être dans les vestiaires jusqu'à la fin de la rencontre. Chaque infraction en basketball a une conséquence et elle est très souvent immédiate. La réparation, c'est 2 lancers francs plus possession ballon. C'est-à-dire, on te donne 2 lancers francs, il n'y a pas d'encadrement. Le joueur 1 est là. L'arbitre lui donne 2 lancers francs. Il est reçu, il n'est pas reçu. Après, on lui donne la remise. Par la suite, les arbitres peuvent décider ou non de formuler un rapport concernant la faute commise par le joueur. Ce rapport est ensuite examiné par la commission de discipline responsable de la compétition et les sanctions peuvent aller jusqu'au bannissement du joueur à vie des rangs de la fédération de basketball en cas de faute très grave. Chronique judiciaire. Dans la chronique judiciaire de ce jeudi, on parle d'un des droits des prévenus et accusés, à savoir la présomption d'innocence. La présomption d'innocence est un principe de justice. Un individu est considéré comme innocent avant qu'une accusation n'apporte la preuve de sa culpabilité. Ce droit est consacré par la Constitution et renforcé par les lois organiques. Cependant, l'on constate souvent le non-respect du droit de la présomption d'innocence dans les procédures judiciaires. Bemba Sibi nous en parle. La pratique est devenue courante, à savoir faire le procès systématique d'un prévenu ou d'un accusé. Quand un présumé voleur est attrapé, c'est le lynchage ou tout simplement l'application de l'article 120, c'est-à-dire le brûler vif. Pourtant, en la matière, ces personnes bénéficient de la présomption d'innocence, comme nous l'explique Moussa Drissa Guindo, substitut du procureur près tribunal de grande instance de la commune 1. C'est consacré par notre constitution, qui est notre loi fondamentale. On dit tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par les juridictions ou par une juridiction compétente en la matière. Le problème par rapport à la présomption, c'est de l'infraction jusqu'au jugement. Maintenant, si on a la preuve contre quelqu'un et qui est condamné, là on peut dire que la personne est condamnée. Vous voyez dans la pratique, quand on prend un voleur ou bien un flagrant délit, ou bien un voleur qui doit comparaître à, comment on appelle là, en comparution immédiate ou bien en citation en direct, on le montre à la télé en cachant le visage. C'est juste pour préserver ses droits de prévenu, parce que chaque prévenu, chaque inculpé, chaque criminel a un droit. Autrement dit, la présomption d'innocence est un principe juridique selon lequel toute
personne qui se voit reprocher une infraction ou un crime est réputée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été légalement démontrée. L'application de la présomption d'innocence suppose une instruction au cours de laquelle on examine les faits à charge et à décharge et l'on confronte les preuves réunies par les deux parties. Cette instruction peut s'achever par une ordonnance de non-lieu si les faits ne peuvent pas être clairement établis ou de condamnation si les faits sont établis. La présomption d'innocence est un droit qui a des limites et le juge veille à son application. La limite, c'est quoi? Si au moins vous êtes prévenu innocent, ou bien s'il y a la présomption d'innocence, ça c'est l'ouverture d'abord. C'est pour faciliter les droits dont le prévenu bénéficie ou le criminel bénéficie. Et maintenant, les limites là, jusqu'à la condamnation. Bon, les limites aussi, ce n'est pas de faire des bavures, comme je vous ai donné comme l'exemple, quand on montre quelqu'un à la télé pour dire qu'il a volé ou il a tué quelqu'un, et à la fin du procès, on ne retient rien et puis on la quitte. Et là, on dépasse les limites, ça veut dire qu'il faut préserver ces limites-là. Le juge a pour rôle de faire appliquer la loi. Ce que la loi dit, ça c'est le rôle du juge pour l'application. Et la loi, elle est votée ou elle est promulguée par les députés, promulguée par le président de la République, ça se pose à tout le monde. Et on est obligé de respecter la loi sur la présomption d'innocence. En droit, il y a différents types de présomption d'innocence. Bon, il y a des présomptions absolues ou réfutables, ou bien il y a des présomptions simples ou bien mixtes. Mixtes, ça veut dire que c'est les deux. Bon, maintenant, notre droit au niveau, on s'en tient tout simplement à la présomption d'innocence qui protège les prévenus ou les inculpés devant une juridiction jusqu'à la fin de la procédure. Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à la présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. Les informations données sur une personne, par exemple, comme étant coupable dans les organes de presse écrite ou audiovisuelle, sont alors considérées comme de la diffamation, sauf publication d'une information concernant le non-lieu. Cette annonce, avant de boucler cette édition, en raison de l'adresse du président de la transition à la nation à l'occasion de la célébration du 22 septembre, fête de l'indépendance du Mali, l'édition de 19h30 vous sera proposée à 20h. Vous pouvez trouver la présente sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Grâce à Marcel Tessougué qui a assuré la mise en ligne de cette édition, il y avait aux manettes Bintou Traoré, c'était au micro Salimata Dao. Et Bourama Traoré, restez connecté sur votre radio nationale. Dans un instant, la lecture des avis et communiqués avec Kani Keita. Merci de votre fidélité et bonne écoute radiophonique.